on vit peut-être les dernières années avec du saumon dans nos rivières bretonnes, ce qui est quand même un échec patent de la mobilisation. Et en même temps, on ne peut pas non plus, vous l'avez dit, penser que rien n'a été fait. Les valeurs qu'on défend, on est ultra majoritaire dans le pays. C'est ça qu'il faut bien comprendre, quoi. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre en cohérence ce qu'on pense, nos idées, nos valeurs, avec les élus qu'on envoie dans les parlements. Je fais partie du collectif Plan qui s'est formé en 2020 et qui est au départ un noyau d'une dizaine de journalistes qui avaient plusieurs points communs, dont celui de ne pas se satisfaire de la façon dont les questions environnementales et donc les pollutions étaient traitées en Bretagne. Je voudrais savoir parmi vous qui pense que la pollution de l'eau est derrière nous. Ok. Qui pense que cela aurait été pire sans l'engagement des associations en Bretagne ? Qui est engagé dans une asso locale, régionale ou dans un syndicat agricole non aligné sur la FNSEA ? Voilà, on est nombreux évidemment à essayer de se battre. Il faut le dire, quoi. Le drame, c'est que les vrais patrons en Bretagne, c'est le lobby agricole breton. La pollution, là encore je vais reprendre les mots de Jean-Claude Pierre, la pollution visible, honnête, comme il l'appelle, ça me fait rire. On ne la voit plus. Par contre, on a basculé dans un monde où la pollution, elle est devenue invisible et sournoise. Vous en avez cité plein d'exemples, hein, pesticides, les PFAS, etc. Donc les nitrates qui sont aussi toujours quelque chose de pas très visible. Bonjour, merci et bienvenue pour cette conférence sur la pollution de l'eau. Et c'est très intéressant de voir quelles sont les actions qu'on peut mener, les actions citoyennes, comment on peut s'informer sur ces thématiques. Et donc c'est la raison pour laquelle donc, je vais vous présenter, je vais surtout laisser la parole à nos intervenants. Nous avons Serge Lequéot, donc rapporteur du CESE, qui avait fait le rapport sur comment favoriser une gestion durable de l'eau en quantité, qualité et partage en France face au changement climatique. Serge Lequéot est postier retraité, militant syndical à la CFDT et à SUDPTT, fondateur de SUDPTT Bretagne. Il est militant altermondialiste, il est cofondateur d'Attaque. Donc je pense qu'en sa qualité de rapporteur du CESE, il nous éclairera sur, je dirais, la pollution de l'eau en France en général. Sylvain Ernaud, donc, vous êtes journaliste local depuis 10 ans, cofondateur donc, de l'association SPLAN, qui est une association de l'Ouest 1901, qui dont l'objet est de produire des enquêtes journalistiques d'utilité publique en Bretagne et dans le monde, en français et en breton. Son siège donc, est établi à Guingamp. Vous êtes un média qui est entièrement financé par les dons citoyens. Vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure, hein, vous compléterez les présentations que j'ai faites. Et Arnaud Clugery, vous êtes directeur opérationnel et porte-parole de l'association Eau et Rivières de Bretagne, qui est une association qui existe depuis 1969. Vous nous direz peut-être éventuellement un petit mot sur cette association, on va préciser un petit peu son histoire, que je trouve très intéressante. Et l'objectif de l'association, défendre et protéger la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, et pas seulement en Bretagne. Point d'interrogation. Peut-être vous avez étendu votre action, je ne sais pas. Pour cette association, donc, j'ai relevé que la mise en avant dans vos actions, pour vous, l'eau est un bien commun. Voilà. Donc je vais commencer par donner la parole à Serge Lequéot, voilà, pour nous faire un petit point global de la situation, enfin en tout cas de votre point de vue à vous et des éléments que vous avez pu recueillir dans le cadre de ce rapport du CESE. Oui, merci. Mais je pense que Arnaud pourra compléter largement ce que je vais vous présenter. Alors, je voulais vous dire tout d'abord que j'ai été invité donc comme Pascal Guéhenneuf qui était à la table ronde précédente, donc en tant que co-rapporteur d'un avis qu'on a présenté au Conseil économique et social qui s'appelle « Comment favoriser une gestion durable de l'eau, quantité, qualité, partage en France face au changement climatique ». Et donc le Conseil économique et social a voté très largement cet avis, à 77% pour, donc ça veut dire que la société civile organisée qui siège au sein de la 3e Assemblée de la République, donc a partagé nos propositions en matière de quantité, de qualité, de partage. Et cet avis, on a voulu le faire, c'était un avis d'alerte. Évidemment,
quand on a décidé de s'engager sur de produire un avis sur l'eau, on ne s'attendait pas que l'année 2022 soit aussi dramatique en termes de pénurie d'eau à travers le pays. Voilà. Et pour faire peut-être un lien avec la table ronde précédente, entre 1980 et 2020, il y a eu 12 600 points de captage en France qui ont été fermés à cause de la dégradation et la qualité de l'eau, donc l'eau non consommable. Et c'est pour ça que quand on parle tout à l'heure dans la table ronde précédente de quantité d'eau, non seulement le réchauffement climatique, on aura des périodes de sécheresse intenses qui vont poser des problèmes, y compris en Bretagne. On peut penser que ce sera environ tous les 5 ans, on aura des sécheresses importantes, mais que le problème qu'il y a, c'est qu'on va manquer d'eau, mais en plus l'eau qui restera sera souvent tellement dégradée qu'elle ne sera pas consommable. Et donc, et en Bretagne, c'est particulièrement le cas. On a eu notamment ce qui se passe sur la région de Saint-Malo, où il y a une pénurie d'eau à cause des activités touristiques en été, mais que les sources de captage sont souvent fermées autour de Saint-Malo à cause de la pollution. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que mon parcours militant, finalement, en tant que syndicaliste à la Poste et puis à Solidaire, je suis PDT Solidaire et puis aussi à Attaque, si j'ai été amené au Conseil économique et social à proposer qu'on fasse un avis sur l'eau, c'est parce que j'ai été le défenseur syndical donc de victimes des pesticides de l'entreprise Triskalia qui ont été gravement intoxiquées avec des pesticides. Et donc, à travers le combat qu'ils ont mené depuis 2010, finalement c'est un très très long combat, finalement j'ai pu découvrir l'ampleur du scandale sanitaire que représentait l'utilisation massive des pesticides. Et de fil en aiguille, je me suis dit que c'était absolument essentiel qu'on dénonce les pollutions massives qu'il y avait avec les pesticides, les intoxications qu'il y avait, le problème de santé publique que ça représentait. Et en 2015, quand il y a eu le renouvellement du CESE, avec l'Union syndicale solidaire, on avait pu rencontrer Jean-Paul Delevoye, qui était le président du CESE, et on lui avait proposé que pour la nouvelle mandature, le CESE fasse une autosaisine sur pesticides et santé publique. Et ce faisant, évidemment, ça s'est su, et la FNSEA est montée au créneau pour finalement empêcher que le CESE fasse une autosaisine sur le pesticide et santé publique. Et à tel point qu'ils ont voulu faire barrage, c'est qu'ils ont demandé, la FNSEA de Bretagne a demandé à Jean-Yves Le Drian, qui à l'époque était ministre des Affaires étrangères, finalement de demander à Emmanuel Valls, qui était le Premier ministre, et François Hollande, le Président de la République, donc d'empêcher ma nomination, parce que j'avais été désigné par l'Union syndicale solidaire comme personnalité associée au CESE, et que ça devait passer avec l'accord du Premier ministre de l'époque, qui était Valls et Hollande, et à la demande de la FNSEA, ils se sont opposés à mon nomination. Voilà. Et donc, ça nous a été confirmé par Marie-Lise de Branchu, qui nous a dit que dans cette affaire-là, c'était Jean-Yves Le Drian qui s'était occupé de ça. Ce qui fait que quand j'ai été renommé après en 2020 pour la nouvelle mandature, donc je me suis dit que on ne va pas reproposer de faire une autosaisine du CESE sur le pesticide de santé publique. Ce sera peut-être plus intelligent de proposer de faire une saisine sur l'eau, parce que ça nous permettra justement de reparler des pesticides et de montrer le scandale sanitaire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec Pascal qui est là, donc à faire le rapport. Et dans ce rapport-là, donc, puisque c'est l'objet de la table ronde, on a voulu faire un avis d'alerte et surtout montrer à quel point la pollution de l'eau était absolument dramatique. Alors les pollutions, elles sont vraiment multiples. Il y a la pollution bien sûr agricole, avec les pesticides, la pollution avec les engrais, les nitrates, les phosphates qui sont utilisés de manière massive. Ensuite, il y a la pollution industrielle, les rejets chimiques qui sont très importants.
Les rejets thermiques, certaines industries rejettent de l'eau à haute température dans les rivières, perturbant ainsi l'écosystème aquatique. C'est notamment les centrales nucléaires, parce qu'avec le réchauffement climatique, l'eau des rivières augmente, mais avec les rejets, à tel point d'ailleurs que ça pose des problèmes. Et qu'aujourd'hui, les centrales nucléaires, EDF, demandent des dérogations pour pouvoir rejeter de l'eau qui a servi à refroidir les centrales nucléaires, et ça pose des gros problèmes sur la biodiversité. Ensuite, il y a les pollutions domestiques, les produits ménagers évidemment, mais qui restent par exemple en Bretagne très mineurs par rapport au taux de nitrate qu'on retrouve dans l'eau en Bretagne. C'est 90% à cause des nitrates liés à l'agriculture et seulement c'est 10% pour les produits ménagers. Il y a aussi la pollution massive avec les médicaments, qui est extrêmement importante. Ensuite, il y a la pollution qui est due aussi, et ça on l'a bien vu, ce qui se passe lors des Jeux Olympiques par rapport à l'eau de la Seine. À chaque fois qu'il y a eu des averses, il y a une pollution qui se fait avec l'eau du ruissellement dans les villes, évidemment, parce qu'avec tous les produits qu'on peut retrouver sur les routes, avec le gaz d'échappement, et puis aussi l'usure des pneus, tout ça, ça ruisselle et ça se retrouve dans les eaux. Ensuite, il y a aussi les rejets qui sont liés aux stations d'épuration, parce que les stations d'épuration, même si elles sont pour certaines performantes, elles rejettent quand même une eau qui n'est pas tout à fait pure, et donc ils se retrouvent dans l'eau. Et ensuite, il y a tous les pollutions, les microplastiques. Le CESE, justement, a fait aussi un avis sur le plastique, et on s'aperçoit qu'il y a une pollution absolument incroyable avec le plastique, qui, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, finalement n'est pas du tout recyclable, puisqu'il se dégrade et il se retrouve sous forme de micropolluants, microplastiques. Il y a toutes les nanoparticules qui sont aussi extrêmement importantes. Et ensuite, évidemment, il y a aussi des contaminants d'origine géologique, c'est-à-dire les métaux lourds, le fluor, qui est dans la nature. Voilà. Toutes ces pollutions donc sont extrêmement importantes et font qu'aujourd'hui dans notre pays il y a énormément de points de captage qui sont gravement pollués. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que certes il y a des contrôles, on a réussi à éliminer toutes les pollutions qui étaient liées aux déjections humaines ou animales, parce qu'avec le traitement de l'eau qu'on fait notamment avec l'eau de Javel finalement, mais il y a énormément de polluants qui ne sont pas du tout traités, et on s'est aperçu au cours de notre enquête avec les auditions qu'on a pu faire, notamment avec le professeur Lévy et d'autres spécialistes de la pollution de l'eau, c'est qu'en fin de compte on ne trouve que ce qu'on cherche et on ne cherche pas grand-chose finalement. Il y a 300 environ polluants chimiques qui sont mesurés, qui sont contrôlés, mais il y a évidemment beaucoup plus de molécules qui contaminent. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que dans énormément de communes, il y a très peu d'analyses poussées. Si on va sur le site de l'ARS, vous tapez le nom de votre commune, vous pouvez regarder les publications des analyses qui sont faites. Mais en fin de compte, là, je me suis amusé à regarder sur la commune de Gare-les-Dents notamment. Vous verrez ce qui est affiché par l'ARS, c'est qu'il y a très peu de contrôle des molécules de pesticides. Et dans certaines villes, notamment comme la ville de Saint-Brieuc, on voit qu'il y a des contrôles sur à peu près 300 molécules, mais que ça, c'est pas du tout le cas. C'est pour des questions financières, évidemment. Et surtout aussi, c'est que les études donc, des pollutions ne sont pas trop publiées, parce que sinon, ça nécessiterait de fermer encore beaucoup plus de zones de captage, et donc, du coup, de mettre un grand nombre de la population à ne plus pouvoir consommer l'eau du robinet. Voilà. Donc, la situation est vraiment dramatique. Est-ce que, peut-être pour conclure, avant de passer la parole aux autres intervenants, c'est que, moi quand j'ai commencé à me préoccuper des problèmes de santé publique à travers les pollutions et les pesticides, c'était donc il y a un peu plus de 10 ans, il y avait 350 000 cancers déclarés en France par an. Aujourd'hui, on est arrivé à 430 000. Et de nombreux rapports de santé publique qui sortent en ce moment
Et il y a eu encore, il y a quelques jours dans Le Monde, une étude qui a été publiée qui montre qu'il y a un lien très direct entre les cancers et les pesticides. Voilà. Donc il y a une situation très, très alarmante. Et à travers l'avis du CESE qu'on a rendu, on a voulu lancer une alerte pour dire que c'était un problème majeur de santé publique. La pollution de l'eau, et avec tous les polluants que j'ai énumérés. Voilà. Merci Serge pour cette intervention. Est-ce que ce rapport, est-ce qu'il est facile à lire? Est-ce qu'on peut se le procurer? Est-ce qu'on peut le consulter? Oui, il est facile à trouver. Hein. Vous allez sur le web et vous tapez « Comment favoriser une gestion durable de l'eau ?» et CESE, vous marquez CESE, et vous allez le trouver facilement. Et alors, ce que je n'avais pas dit, c'est qu'on a fait plusieurs préconisations, évidemment, dans notre avis. Hein. Une préconisation qui demande au gouvernement, finalement, de sortir des pesticides, hein, d'appliquer les plans éco-phyto qui n'ont jamais été respectés. Ça, c'est la première préconisation qu'on a fait sur la qualité, c'est la préconisation numéro 13. Ensuite, on a fait une préconisation, c'est la 14, donc qui demande que, et c'est notamment en lien avec ce qui se passe en Bretagne avec les marées vertes, c'est qu'on a demandé qu'il y ait une diminution des cheptels dans les zones sensibles et de développer la polyculture, élevage. Donc voilà, on a fait des préconisations qui évidemment, comme je l'ai dit hier, qui ont énormément déplu à la FNSEA. Il y a eu un tir de barrage de la FNSEA, mais ce qu'on a constaté quand même, c'est qu'au sein du CESE, qui représente toute la société civile organisée de notre pays, il y a eu une large majorité, puisque notre avis a été voté à 77%, pour que les préconisations qu'on a fait au gouvernement soient mises en œuvre. Ce qu'on a pu regretter, ce que j'ai dit hier, la précédente table ronde, c'est que finalement, ni Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, ni Christophe Béchet, ministre de l'Environnement, ont daigné nous recevoir, Pascal et moi, alors que normalement c'est prévu que lorsqu'il y a un avis du CESE, c'était une obligation du gouvernement de recevoir les rapporteurs, quoi, hein, donc ils n'ont pas voulu nous recevoir. Et c'est parce que c'était à la demande de la FNSEA. La FNSEA a voté contre l'avis et évidemment a fait un tir de barrage. Voilà. Et ensuite aussi, on a dans une préconisation, la numéro 15, on a demandé qu'il y ait une meilleure protection des zones de captage, hein, et que les agriculteurs qui étaient dans ces zones de captage soient accompagnés donc avec des aides qui existent à travers les MAEC, hein, les mesures d'aide ou mesures environnementales pour préserver la qualité de l'eau. Parce que, évidemment, on considère, nous, qu'il faut changer la pratique agricole et qu'il faut soutenir disons, les mesures qui pourront améliorer la qualité de l'eau à travers l'agroécologie. Ça, c'est les recommandations qu'on a pu faire. Et voilà. Et ensuite, on a demandé aussi que le gouvernement appuie la directive européenne donc sur la qualité de l'eau, que notamment les PFAS, les 13 PFAS qui avaient été identifiés par la Commission européenne, la DG Santé et la sécurité alimentaire de la Commission européenne, soient vraiment interdites. Or, ce qu'on peut aussi regretter, c'est qu'avec le tournant qu'il y a eu au niveau européen, l'abandon du pacte vert européen, bon, il y a des reculs qu'on constate qui sont assez dramatiques. Voilà. Les PFAS, Serge, pour préciser, ce sont bien les molécules qui sont absolument inaltérables, qu'on retrouve notamment dans la fabrication de certains revêtements, etc. C'est bien... On les appelle aussi des polluants éternels. Voilà, c'est ça. Et nous, dans notre avis, on a pointé ce problème-là, mais alors qu'il n'avait pas encore vraiment émergé et été rendu public. Et notamment, on avait auditionné le président du comité de bassin Rhône-Méditerranée, Martial Sadi, qui est un élu du Rhône. Et donc, on l'avait interpellé là-dessus, sur la pollution massive qu'il y avait dans les eaux du Rhône, qui étaient captées justement pour alimenter la population de Lyon. Et évidemment, il avait contesté le fait que nous, on avait pointé, mais évidemment, après, le scandale sur les PFAS est sorti, et Le Monde notamment a fait une enquête très approfondie à travers toute l'Europe, avec d'autres journaux européens, et a montré que c'était une pollution qui était vraiment massive, quoi. Toutes les eaux sont
sont contaminés les PFAS. Alors des quantités plus ou moins importantes, mais il y a au moins 2 millions de consommateurs d'eau en France qui sont dans des zones qui sont fortement polluées avec les PFAS. On avait déjà abordé cette thématique, enfin, elle a été abordée au cinéma notamment par le film Erin Brockovich, qui était très célèbre. C'est un scandale qui datait des années 70 de mémoire. Donc bon. Transition toute trouvée pour évoquer les enquêtes et le travail de journaliste. Dans ce cas de figure, comment enquêter sur la pollution de l'eau, quelles sont la méthode peut-être tout simplement, l'approche, la démarche, et puis les résistances, les freins, et puis peut-être aussi quelles sont les conséquences parfois de certaines situations de pollution de l'eau qui peuvent être portées à la connaissance du parquet. Enfin voilà, je vous laisse Sylvain me dire un petit peu plus comment vous pratiquez. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour resituer, je suis journaliste dans les Côtes-d'Armor depuis une dizaine d'années. Je fais partie du collectif Spland qui s'est formé en 2020 et qui est au départ un noyau d'une dizaine de journalistes qui avaient plusieurs points communs, dont celui de ne pas se satisfaire de la façon dont les questions environnementales et donc les pollutions étaient traitées en Bretagne. On avait besoin de créer notre propre structure pour produire et financer des enquêtes. Donc on a depuis maintenant un peu plus de 3 ans, c'est-à-dire depuis juin 2021 avec la première enquête sur la pollution de l'air à l'ammoniac, produit il me semble 8 grands dossiers d'enquête qui portent notamment sur le bocage, sur l'effondrement qui se poursuit du bocage en Bretagne, sur le développement de la méthanisation ou encore sur la question porcine des élevages industriels de porcs, en particulier dans le Finistère et dans les Côtes-d'Armor. Question sur laquelle je me suis penché personnellement au sein de Spland avec plusieurs collègues, dont Inès Léraud, que vous connaissez sans doute pour son travail sur les algues vertes, qui est une des cofondatrices de Spland et même, on peut dire, initiatrice, puisque c'est son travail justement sur les algues vertes entre autres qui nous a montré qu'on pouvait produire de l'enquête au long cours en Bretagne et intéresser des lecteurs, parce que c'est quand même ce qui est important dans le journalisme, c'est qu'on n'écrit pas pour soi-même, on écrit pour les autres. Donc moi je vais vous parler d'une pollution qui date d'avril 2021, qui se passe dans le Nord Finistère près de Morlaix. C'est celle d'une rivière qui s'appelle la Pinzée et qui passe dans un village, un port qui s'appelle Pinzée, sur la commune de Tholé. Et donc le 2 avril 2021, on était dans une période où on avait encore des interdictions liées au Covid, notamment de déplacement. Enfin, on avait, si on se remet un peu en mémoire ce contexte, des citoyens, des habitants du port, de ce petit port, qui découvrent des poissons morts en quantité dans la rivière, sachant que leurs enfants se baignent justement dans le port fréquemment. Ils s'inquiètent de cette pollution qu'ils découvrent, et des pêcheurs qui sont souvent les premiers lanceurs d'alerte dans ces cas-là, les sentinelles, découvrent, en remontant la rivière, découvrent que la source de la pollution, c'est une porcherie géante qui s'appelle la Essac-Argent et qui est tout simplement l'un des plus gros élevages de porcs du pays, puisque pour vous donner quelques chiffres, ce sont 3700 truies et 40 000 porcs par an qui sont élevés dans cette porcherie, qui a été fondée dans les années 70 par Alexis Gourvenec, qui est un peu donc ce leader syndicaliste, la figure de proue du productivisme agricole breton,
Et donc il était propriétaire de cette porcherie qui, comme son nom l'indique, maintenant est une société anonyme, ce qui n'est pas si fréquent que ça dans le milieu agricole, et qui compte tout de même 34 salariés, du moins en 2021 ils avaient 34 salariés, donc c'est une exploitation vraiment importante. Et cette porcherie a connu une fuite de lisier importante, puisque entre 100 et 300 000 litres de lisier se sont répandus dans l'environnement et donc ont pollué la rivière, et l'ammoniac à queue a tué en fait les poissons sur plusieurs kilomètres, sachant que en fait c'est un révélateur. En fait, les poissons, bon, c'est déjà un drame pour la biodiversité, mais on peut considérer que ce sont en fait toutes les formes de vie dans cette rivière qui ont été supprimées, et ça pendant plusieurs années. En fait, il faut plusieurs années avant qu'un milieu retrouve son état initial. Mais il se trouve qu'il y a un collectif d'habitants qui donc a décidé d'aller plus loin que le constat, qui a travaillé notamment avec l'association des pêcheurs, donc la PPMA du pays de Morlaix, et son président Philippe Brasse, et aussi avec Eau et Rivières de Bretagne, qui est intervenu sur ce dossier comme dans bien d'autres dans toute la région. En revanche, les collectivités locales, qui dans un premier temps ont dit qu'elles s'intéressaient et qu'elles envisageaient de porter plainte, ne se sont pas portées partie civile dans ce dossier. Donc l'enquête cette fois-ci a prospéré. Je vous en parle justement parce que en tant que journaliste local, je regarde ce qui se passe dans les Côtes-d'Armor en particulier, mais dans toute la région, et fréquemment, et encore cet été, il est question de pollution de rivières, et jusqu'à présent, en fait, ce que je vous ai dit, peut-être à part les quantités qui sont vraiment plus importantes que la moyenne, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel malheureusement en Bretagne. C'est plutôt les affaires courantes d'une certaine façon, et encore on n'a pas connaissance de toutes les pollutions qui se produisent dans la région. Mais cette fois-ci il y a eu des mobilisations, et notamment une manifestation à l'époque. Il y a un rassemblement avec plusieurs centaines de personnes, c'était de mémoire le 1er mai 2021, qui font du bruit, et du bruit médiatique en l'occurrence, et là on a la presse locale, on a par exemple RKB qui se rend sur place, ma consoeur Morgane Large, si je me souviens bien, France 3 Bretagne aussi arrive avec ses caméras, et donc met un coup de projecteur sur cette affaire. Et il se trouve que entre temps on a une évolution au niveau de la justice en Bretagne, avec la création d'un pôle spécialisé dans l'environnement au parquet de Brest. Donc avec des magistrats qui sont spécialisés dans les questions environnementales. J'y reviendrai plus tard, mais c'est une évolution très récente qui va dans le bon sens et qui reste sous-dimensionnée. Et voilà, ça s'est mise en place très récemment et très tardivement, on peut le considérer. Et cette affaire, en fait, elle fait partie des 3 premiers dossiers qui vont être traités, dont l'instruction va être gérée par ce parquet spécialisé, donc avec les agents de l'Office français de la biodiversité, qui eux aussi manquent terriblement de moyens. Je disais encore dans Le Monde ce matin qu'on estime à un agent pour 1000 km de rivière en France. Donc vous imaginez la proportion pour surveiller tous les éventuelles pollutions. Et donc on en arrive au procès, et le 29 juin 2023 on a la condamnation, et c'est une condamnation historique en fait par son montant et par les décisions qui sont prises. 200 000 € d'amende sont prononcés, des dommages et intérêts aux parties civiles qui vont jusqu'à 25 000 €. Les parties civiles étant des associations, en l'occurrence notamment Eau et Rivières, ou encore, je le disais, l'association des pêcheurs. Il me semble que les ostréiculteurs aussi, la baie de Morlaix, dont on a entendu parler cet été au sujet des algues vertes, ils ont certains haussé le ton, se sont engagés aussi dans la procédure. Et puis quelque chose
de rare également, la nomination d'un expert qui est chargé d'établir le préjudice écologique de la pollution et qui amènera donc ensuite des rémunérations pécuniaires, puisque malheureusement c'est la compensation, elle se passe en euros. Et ça, pour l'instant, le rapport de l'expert n'a pas encore, enfin du moins il a été rendu, mais trop tardivement pour que l'audience qui vise à fixer le montant du préjudice écologique ait pu se tenir. Et je vous en parle aussi puisque le 11 septembre, c'est-à-dire dans maintenant 3 jours, on a le procès en appel de la SA Cargent qui va se tenir à la cour d'appel de Rennes. Et donc toutes les peines dont je viens de vous parler sont remises en jeu en quelque sorte. Donc ce dossier, vous le voyez, on est en 2024 et il est encore loin d'être réglé. Et pour quelle raison? Alors parce que on a l'habitude d'entendre parler de pollution, mais on voit peut-être des articles dans Ouest France, dans le Télégramme, où il est question d'une enquête est confiée à la gendarmerie, à l'Office français de la biodiversité. Et puis, ça ne prospère pas souvent en fait. Ça va pas beaucoup plus loin parce que bien souvent, il n'y a pas de mobilisation locale. Et puis, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de médiatisation non plus. Alors que par exemple, entre 2018 et 2019, 23 cas de pollution au lisier de porc ou de bovins ont été recensés rien que dans le Finistère, selon une lettre d'information professionnelle qui dépend de la Chambre d'agriculture du Finistère et qui s'appelle Résagri. Donc 23 cas de pollution entre 2018 et 2019. Je ne dis pas qu'elles ont toutes l'importance de la pollution de la Pinzée, mais c'est tout à fait significatif. Et le nombre d'audiences au tribunal n'est évidemment pas dans ces proportions. Et un autre chiffre, même si je ne veux pas vous assommer par des chiffres, mais qui est plus récent et qui concerne cette fois le secteur d'Échelle au nord de Fougères, donc en Ille-et-Vilaine. 60% des contrôles qui ont été réalisés dans une soixantaine d'élevages du bassin versant de la rivière des Échelles ont révélé des anomalies. 60%, 120 exploitations visitées sur ce bassin. Sur 120 exploitations visitées dans le bassin de la Seiche, toujours en Ille-et-Vilaine, 20% présentaient une suspicion de fuite de lisier. Donc 1 sur 5 présentait une suspicion de fuite de lisier. Donc c'est pour vous dire à quel point on est vraiment dans quelque chose qui est plutôt systémique et non épisodique. Et donc quel est le traitement du contentieux pénal environnemental? C'est des questions qui m'ont intéressé parce que je me suis dit pourquoi ça ne va pas beaucoup plus loin. Figurez-vous qu'il y a un rapport qui a été confié à un groupe de travail et les conclusions ont été rendues il y a 2 ans par notamment le procureur général près la Cour de cassation, François Molins, qui est bien connu parce qu'il était intervenu sur des attentats dans le courant des années 2010. Ce groupe de travail, il a étudié les chiffres en France et par exemple il a confirmé une impression qu'on pouvait déjà avoir, c'est que les classements sans suite et les abandons de poursuite sur les délits environnementaux, pas seulement les pollutions mais ça en constitue quand même une bonne part, sont tout simplement classés sans suite. 75% des affaires environnementales font l'objet de mesures d'alternatives aux poursuites, donc ce qui signifie qu'il n'y aura pas de procès, il n'y aura pas d'audience publique. Les jugements correctionnels sont de moins en moins courants sur les 5 dernières années. Les procédures sont lentes, on l'a vu là pour la Pinzée, qui est pourtant une affaire qui a prospéré judiciairement. On est en 2024 et on n'a pas encore le procès en appel. Et le quantum des peines est relativement faible. On a 8 fois plus de dispenses de peine dans ces affaires. 71% donnent lieu à des amendes et 14% des peines sont des peines d'emprisonnement, le plus souvent avec sursis. Les causes qui sont évoquées dans ce rapport, c'est le manque de moyens de la justice. Donc ça vous étonnera pas, et c'est pas seulement sur les affaires environnementales. Et c'est aussi le manque de spécialisation des magistrats, parce que ce sont des affaires qui sont particulièrement complexes à traiter. On joue avec des données scientifiques. Il y a des affaires qui sont plus faciles à résoudre d'un point de vue judiciaire. Et les recommandations qui sont formulées, c'est le recrutement de délégués spécialisés auprès des procureurs,
la redéfinition des infractions, en particulier celles de mise en danger en matière environnementale, l'adaptation des procédures de saisie et de confiscation aux infractions environnementales, ou encore l'encouragement à recourir à la convention judiciaire d'intérêt public environnemental. Donc ce sont les recommandations qui portent particulièrement sur les aspects sanctions. Il y en a d'autres qui sont formulées dans ce rapport et qui en fait confirment les impressions qu'on a pu avoir en faisant des enquêtes pour Splend. Parce que c'est aussi quand même à ce moment-là la peur du gendarme, la peur du bâton, elle a cet effet dissuasif. Il peut fonctionner, en sachant que l'affaire de l'ASA Kerjan, elle n'a pas du tout été digérée non plus par la FDSEA du Finistère, qui exprime une sorte d'acharnement qu'on veut faire payer à un éleveur un combat plus global, alors que comme je vous l'ai montré, on tient de l'exception dans cette affaire, et probablement pas de peine disproportionnée. Donc on pourra peut-être revenir sur d'autres enquêtes. Enfin là, c'est même pas une enquête de Splend, même si on a suivi cette affaire de la Pinzée, notamment Christine Falleron. Mais je trouvais que c'était important d'avoir ces quelques données aussi en tête. Juste pour compléter, et avant de passer la parole à Arnaud Clugerie, qu'est-ce qui est compliqué dans ce type d'enquête que vous avez pu mener sur ce type de pollution de l'eau? Quelles sont les réactions des différents intervenants que vous avez pu interviewer, par exemple les collectivités locales, les victimes ou les pollueurs, on va dire? Est-ce que vous avez réussi à avoir des rencontres avec eux? Enfin, comment on travaille avec ces personnes-là et comment ça se passe, enfin, en fait, la question la plus difficile, que ce soit pour nous et manifestement pour les enquêteurs judiciaires, c'est la preuve en fait. C'est apporter la preuve absolue du lien, en plus de causalité entre un pollueur et une pollution. Donc on a souvent des faisceaux d'indices, mais parfois, voilà, donc il faut se déplacer sur le terrain. Il faut rencontrer, si on n'a pas pu constater soi-même, les acteurs clés. Or, eh bien, que ce soit l'Office français de la biodiversité ou la gendarmerie, ne sont pas des administrations qui communiquent sur des affaires en cours, ou en tout cas qui choisissent de communiquer ou non, et qui peuvent en quelque sorte retenir l'information. En ce qui concerne les pollutions liées à des élevages comme ici, la politique qui est appliquée, c'est de se refermer comme une huître, mais c'est même les conseils qui sont donnés par la profession, l'interprofession du porc par exemple, et tout un tas d'organisations professionnelles qu'on peut qualifier de lobby porcin, qui lance des alertes à partir du moment où des journalistes commencent à rôder, comme ils disent, dans un secteur. Il y a des chaînes de textos ou de mails qui font le tour des exploitations, et pour prévenir que surtout ne répondez pas aux journalistes, ils sont là pour vous chercher des ennuis. C'est ce qui nous est arrivé quand on a travaillé non loin de Morlaix, à Plouvorne, sur la ville qui a la plus forte concentration d'élevage porcin en Bretagne. Des messages ont circulé et on les a captés, puisqu'ils provenaient notamment de l'UGPVB, qui est l'Union des producteurs de viande de Bretagne, qui est une organisation très, très importante dans la nomenclature du lobby porcin. Donc voilà, on se heurte aussi à ces difficultés. Heureusement, on a des lanceurs d'alerte. Heureusement, on a des collectifs, on a des citoyens, on a souvent des pêcheurs, et puis parfois on a des personnes qui montent tellement en compétences qu'elles deviennent expertes du sujet. Et je pense notamment à des lanceurs d'alerte qui sont membres de Rivières de Bretagne sur le secteur de l'Andune-Vèze, qui deviennent, parce qu'elles ont aussi professionnellement, dans leur vie professionnelle, l'habitude de traiter des dossiers complexes,
mais capable en fait de répondre et de dialoguer avec la direction départementale de la protection des personnes, ou donc avec les administrations, avec l'agence régionale de santé et évidemment avec les représentants de la chambre d'agriculture. Donc ce sont des personnes ressources qui sont capitales. Donc après, en fait, si on doit parler par exemple de Landunvest directement, avec là aussi un élevage porcin à Velvor qui est vraiment l'un des plus gros élevages du Finistère. Cette ville située au bord de la mer avec ses superbes plages, mais certaines sont fermées pour plusieurs années ou temporairement à cause de pollution bactériologique. Et en fait, il y a une une discussion sans fin sur la cause de ces fermetures de plages, avec des arguments qui nous paraissent tout à fait fallacieux en fait, en ce qui concerne par exemple des études qui montrent des marqueurs d'oiseaux sur les bactéries fécales et qui permettent de prétendument éliminer d'autres causes humaines ou porcines en l'occurrence, alors que voilà, on est sur un tout petit bassin versant, on est sur des épandages très importants, des quantités phénoménales de lisiers qui sont produites et qui sont donc épandues à proximité. On a une corrélation absolument évidente avec les périodes de fortes pluies et donc de ruissellement, et comme le disait Serge, de lessivage des sols et donc des champs. Et quand on a un bocage qui a été en partie détruit, ça facilite aussi ces pollutions. Et voilà. Et pourtant la controverse qui, pourtant d'un point de vue scientifique, semble depuis longtemps conclue, politiquement elle est toujours en cours, parce qu'elle est réactivée par des élus qui sont proches des éleveurs et qui vont sortir des arguments et qui vont ramener sur la table en permanence de nouveaux arguments fallacieux. Et cette controverse permet une forme d'immobilisme. Absolument, on gagne énormément de temps, on en perd, ça dépend du point de vue. Et donc dans tous ces dossiers, la fuite en avant se poursuit, puisque en même temps on a toujours des agrandissements d'élevage qui sont autorisés, alors que les pollutions, elles, ne sont pas réglées, et dans certains secteurs de Bretagne s'amplifient, et on a des taux de nitrate qui ne bougent pas depuis maintenant plusieurs années, et sur certains secteurs de Bretagne, en ce qui concerne notamment l'anse du Quillimadec dans le Finistère. On doit encore revenir au Finistère, mais c'est une région importante de production porcine, avec le secteur de l'emballe. Vous avez peut-être entendu parler d'une fermeture de plage à Guissény à cause là des émanations d'hydrogène sulfuré, mais qui sont dues aux algues vertes en putréfaction. Et on est dans ce secteur du Nord Finistère, dans une zone où on a une aggravation des pollutions, et on a des taux de nitrate qui stagnent ou qui augmentent. Donc on n'est pas du tout dans une phase d'amélioration comme on peut parfois l'entendre dire. C'est un peu le petit message ambiant au niveau national. Oui, c'est les fameux efforts. Voilà. Alors Arnaud Clugerie, vous êtes au cœur du sujet avec l'association que vous dirigez, on peut le dire ? Non. Vous préciserez alors du coup votre rôle dans cette association. J'ai vu le mot directeur, alors j'ai cru que... En tout cas, vous donnez des directions. J'ai une fonction d'organisation dans l'association. Vous nous présenterez un petit peu l'association, parce qu'elle est connue, je pense, mais ça vaut la peine quand même d'en dire quelques mots. Et puis, ce que je pourrais attendre, vos adhérents sont au cœur du sujet, de la qualité de l'eau, et donc remarquent et observent cette pollution qui croît, comme le dit Sylvain. Révèle souvent. Et révèle, vous nous direz comment vous travaillez sur le terrain, et puis aussi comment se fait-il depuis le temps que vous travaillez sur le terrain, et donc de voir
comment se fait-il qu'on n'arrive pas à résoudre ce problème? Quels sont les éléments qui font vraiment blocage? Enfin, ce que vous avez pu mesurer, vous, en tant qu'association, ce qui constitue une forme presque de déni, on peut le dire, sur cette problématique, et de nous dire un petit peu comment vous percevez et quels peuvent être, ce qui me semblerait une issue favorable à cette table ronde, les moyens d'action pour remédier à cette situation, si tant est que effectivement on a déjà bien senti, et avec Serge et avec Sylvain, que des forces d'inertie sont très agissantes, si je peux me permettre cet oxymore. Déjà, je vais commencer par remercier les premiers interlocuteurs, finalement, qui sont aussi des porte-parole de Eaux et Rivières de Bretagne, parce que quand on parle de la pollution en Bretagne, on parle souvent des combats portés par l'association. Et puis, avant de répondre à toutes ces questions, moi, je vais vous en poser à vous. Je voudrais savoir, parmi vous, qui pense que la pollution de l'eau est derrière nous? Ok, c'est pourtant pas le discours que l'on retrouve souvent, par exemple à la FNSEA. La bataille de l'eau, elle est gagnée en Bretagne pour beaucoup d'entre eux. J'en ai une deuxième, attendez. Qui pense que cela aurait été pire sans l'engagement des associations en Bretagne? Voilà. Qui est engagé dans une asso locale, régionale ou dans un syndicat agricole non aligné sur la FNSEA? Voilà, en fait, on est nombreux, évidemment, à essayer de se battre, et la Bretagne, elle a cette chance quand même d'avoir eu ce courage de soulever très tôt contre l'ultralibéralisme économique qui s'est déployé en Bretagne avec l'élevage. Ça aurait pu être les mines, ça aurait pu être le textile, ça aurait pu être... il se trouve que c'est l'élevage. Mais en tout cas, on a eu le courage de se soulever, en même temps qu'on a eu le courage d'ailleurs de dire qu'on avait une culture et qu'on y était attaché. C'est la fin des années 60, c'est le début des années 70. Et je rapproche les deux parce que le combat pour l'environnement, c'est un combat culturel. C'est la façon dont on vit ensemble et dont on a envie de vivre ensemble. Et c'est pas par hasard, en fait, si les deux mouvements sont nés dans le même creuset. Donc Eaux et Rivières est né en 69. Au départ, on a parlé des pêcheurs, des pêcheurs qui voyaient les saumons passer sur le ventre et qui ont dit c'est pas possible, en fait, ce symbolisme que représente cet animal, ce symbole depuis des siècles et des siècles, on ne peut pas le laisser comme ça partir à volo. Et ils sont organisés. Et retenez ce mot parce qu'ils se sont organisés. Et j'ai presque la conclusion. Ils ont commencé à s'organiser. Et puis ils se sont rendus compte qu'il ne suffisait pas de sauver le saumon pour se sauver eux-mêmes. Il allait falloir mettre en place une organisation bien plus complexe que simplement réintroduire le saumon dans les rivières. Alors, ils l'ont fait. On a tous fait des erreurs. On a tous pensé que les choses pourraient être simples. Ils l'ont cru aussi à un moment donné. Puis au fur et à mesure, dans cette grande école populaire, finalement, de comment on protège la nature, ils ont déployé différents leviers. Ils ont commencé par réinvestir l'habitat des saumons, donc recommencer à entretenir les rivières. Ils ont fait des conneries, ils ont fait des chantiers pas très bien foutus pour la biodiversité, mais ils ont appris, et puis surtout ils ont mobilisé autour d'eux, ils ont su faire porter le regard dessus, et ils ont su, et j'aime bien reprendre les mots du cofondateur, mais le plus connu d'Eaux et Rivières, qui est Jean-Claude Pierre, ils ont su ne pas rester indifférents à ce qui se passait, et ils ont su ne pas se résigner non plus. Et ces deux mots, finalement, c'est un peu la philosophie associative, mais c'est évidemment une philosophie fortement qu'on va retrouver fortement ancrée dans Eaux et Rivières, et donc ils vont déployer depuis plus de 50 ans un certain nombre de moyens qui nous font nous dire qu'on n'a pas gagné, on a même plutôt échoué sur pas mal de choses. En ce moment, on peut peut-être penser que le saumon est en train de disparaître. On vit peut-être les dernières années avec du saumon dans nos rivières bretonnes, ce qui est quand même un échec patent de la mobilisation. Et en même temps, on ne peut pas non plus, vous l'avez dit, penser que rien n'a été fait. Donc il y a quand même des raisons d'espérer et des raisons de se mobiliser. C'est un peu aussi le message que l'on porte. Parce que sur le temps long, si on regarde le temps long, moi en ce moment j'aime bien parler de l'anniversaire de la création de la première loi sur l'eau de 64 qui a donné naissance aux agences de l'eau. C'était il y a 60 ans.
Finalement, en 60 ans, il y a quelque chose qui s'est passé, on peut au moins dire ça, c'est que la vision collective de ce que sont les rivières, elle est passée d'une vision de tuyau, c'est-à-dire un truc pour évacuer de l'eau, à une vision où on a compris un peu plus que la rivière et le chevelu des rivières rendait un certain nombre de services qu'on va appeler savamment écosystémiques, mais des services qui sont très nombreux et pas seulement celui de véhiculer la pollution un peu plus loin. Et en même temps que ça a été gagné dans les esprits, la bataille culturelle, eh bien on a vu aussi un certain nombre de choses disparaître, en tout cas se réduire de façon forte. Aujourd'hui, alors je mets des guillemets parce que c'est même des guillemets d'espoir, on ne pourrait plus revoir les opérations de remembrement et travaux hydrauliques qu'ont vécu les plus anciens dans les années 60, 50, 60. Aujourd'hui, on ne voit plus des industries au bord de l'eau rejeter sans station d'épuration ce qu'ils avaient. Moi, j'ai des anciens que j'ai croisés qui me disaient, j'ai grandi à Landerneau. Ils me disaient à Landerneau, c'est simple, hein, sur les Lornes, le lundi, la rivière était rouge parce que c'était la tuerie à l'Ampol-Guimillot. Le mardi, elle était blanche parce que c'était la laiterie. Le mercredi, elle était verte parce que c'était l'industrie de transformation des algues. Et puis, de toute façon, tous les jours, c'était la merde des Landernéens qui allaient en direct dans la rivière. Bon, ça, c'est quand même des choses qu'on ne voit plus. La pollution, là encore, je vais reprendre les mots de Jean-Claude Pierre, la pollution visible, honnête, comme il l'appelle, ça me fait rire, on ne la voit plus. Par contre, on a basculé dans un monde où la pollution, elle est devenue invisible et sournoise. Vous en avez cité plein d'exemples, hein, pesticides, les PFAS, etc. Donc les nitrates qui sont aussi toujours quelque chose de pas très visible. Donc en fait, aux Rivières a participé à ce mouvement avec des générations de militants qui se sont succédés, qui ont su ne pas rester indifférents et s'organiser. Et peut-être qu'on y reviendra sur la question dont on s'organise. Organisé dans un système où aujourd'hui, aux Rivières de Bretagne, c'est environ 2000 adhérents, personnes physiques, qui payent une cotisation chaque année. Il y a un stand ici sur la foire, vous pourrez vous approcher pour prendre éventuellement de l'information. C'est aussi une centaine d'associations membres, parce que au fur et à mesure du temps où cette culture de la mobilisation se développait, certains ont préféré se développer au plus près de chez eux, et donc il y a une galaxie, une biodiversité d'associations qui s'est créée, mais qui a aussi compris que finalement ensemble on était plus forts, et on a participé à organiser ce regroupement, et nous-mêmes on n'est qu'une association régionale, donc nous-mêmes on a ressenti le besoin de se connecter. On est membre fondateur de France Nature Environnement, qui est la plus grande association française de protection de la nature, de fédération, puisqu'elle regroupe 3000 associations membres et environ 900 000 personnes. Sauf que c'est un mouvement très éclaté, qui fait du travail, mais qui n'arrive pas à exister à la hauteur de ce qu'il devrait être. Quand je vois, puisqu'on a reparlé des manifestations du début d'année, ce que des agriculteurs avec une centaine de tracteurs arrivent à obtenir en termes de politique publique, enfin de destruction des politiques publiques en quelques semaines, on se dit, mais les 900 000 personnes qui sont mobilisées, on est vraiment balayés d'un revers de main par les pouvoirs publics. Et donc organisé au sein des FNE dans un mode d'action qu'on va retrouver assez classiquement à Rivières de Bretagne, qui finalement n'est que la déclinaison dans l'action d'une convention signée par l'État français et un certain nombre d'autres États européens, qui est la Convention d'Aarhus sur la démocratie environnementale, qui globalement dit, pour agir pour la démocratie environnementale, il y a 3 axes: que le public soit informé, donc que l'on ait la connaissance de ce qui se passe, donc révéler. Tout à l'heure j'ai dit qu'on révélait, il faut révéler, d'autres acteurs participent à cette révélation. Splend plus récemment révèle au grand public, participe à ce premier axe. Le deuxième, c'est la participation du public à la démocratie environnementale. On a tous en tête l'exemple de la Convention citoyenne, mais moi j'ai l'habitude de dire, aux Rivières de Bretagne, c'est une Convention citoyenne permanente. C'est près de 200 bénévoles engagés dans des instances de l'échelle locale, quand il s'agit de construire
un plan local d'urbanisme, en passant par une échelle départementale, quand on doit traiter des dossiers de validation, enfin, d'un avis sur les dossiers d'élevage au sein des commissions départementales de l'environnement, les CODERS. Alors là aussi, je vous passerai tous les acronymes qui vont avec toutes ces commissions, mais jusqu'à l'échelle régionale, puisque que ce soit dans l'attribution des MAEC dont on a parlé, dans la commission régionale agroécologique et climatique, la CRAEC, au sein de laquelle on va retrouver le monde agricole, ou que ce soit dans d'autres organisations comme sur les déchets, par exemple, le plan régional des déchets. Enfin, il y en a beaucoup, et ça, c'est faire vivre la démocratie environnementale. Ça va parfois même jusqu'à l'échelle nationale. Et puis, le troisième, c'est s'opposer, y compris en saisissant la justice environnementale quand c'est possible. Alors c'est souvent ce qui fait la une de l'actualité, ce qui d'ailleurs souvent contrarie les ultralibéraux et le système en place, mais mine de rien, ça n'est que la traduction de l'application de l'état de droit. Et Hauts-et-Rivières, parce qu'on en a dit un mot tout à l'heure sur un petit dossier, mais Hauts-et-Rivières, c'est plus de 800 décisions de justice en 40 ans. Plus de 800 décisions de justice, avec derrière, évidemment, une ingénierie du contentieux environnemental, parce que comme Sylvain, nous on fait le constat que ça ne marche pas, y compris, alors ça ne marche pas à aucun niveau, c'est-à-dire l'information souvent ne fonctionne pas, la co-construction des politiques publiques est souvent fallacieuse, c'est-à-dire n'est qu'une intention de concertation au mieux, mais rarement une co-construction de politique publique. Et puis le contentieux environnemental, tu en as dit tous les travers, et pour autant, ça reste quand même le levier qui fait craindre le plus aux Hauts-et-Rivières de Bretagne, parce que dans cet univers qui ne fonctionne pas si bien que ça, dans cette démocratie environnementale, c'est encore ce dernier levier, ce qui contrarie le plus le système en place. Donc en fait, c'est tout un travail qui est fait par des bénévoles. Je vais revenir je fais un peu exprès par des bénévoles, parce que moi je suis employé d'un conseil d'administration dans lequel en effet on va trouver des gens d'abord qui donnent de leur temps pour mettre en place cette organisation. Aujourd'hui l'organisation c'est 30 salariés qui font principalement de l'éducation à l'environnement et du suivi de thématiques pour accompagner cette expertise bénévole, mais on a un conseil d'administration fait de bénévoles qui ont souvent un parcours associatif qui fait d'eux des experts citoyens en capacité d'aller discuter avec ceux qui se prétendent experts des politiques environnementales. Je dis qu'ils se prétendent, il y en a qui le sont, d'autres qui sont surtout là par intérêt personnel, pour faire en sorte surtout que les décisions les plus efficaces ne soient pas prises. Que dire d'autre ? Simplement qu'on a parlé là à l'instant d'un sujet qui occupe constamment l'association, qui est celui de devoir supporter en Bretagne 50% des installations classées pour la protection de l'environnement de type élevage du territoire français. 50% de ces plus gros élevages qualifiés comme ICPE par le Code de l'environnement se trouvent sur 6% du territoire national. Donc évidemment, il y a d'abord un premier biais, c'est que dans l'étude d'impact, on n'étudie jamais les effets cumulatifs. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes écoles pour se douter que d'accueillir 50% d'une industrie nationale sur 6%, ça va sans doute induire des effets cumulatifs ayant un impact sur l'environnement. Eh bien, en fait, ce temps-là nous occupe énormément, parce qu'il va lui-même être un levier pour essayer d'envisager que nos rivières ne charrient un peu moins les excès de polluants que Serge a cité. Ouvrir des nouveaux champs d'investigation, on a parlé des eaux de baignade. À partir du moment où on a compris qu'il y avait, et par une expertise citoyenne, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien dans le royaume des eaux de baignade, eh bien derrière, il y a qu'est-ce qu'on fait pour faire changer le système. Et cet été,
on a eu l'audace de lancer une campagne qui a fait grand bruit en Bretagne, mais pas seulement, puisqu'on a dû répondre à des journaux Nice Matin, le Courrier Picard, et on est même intervenu sur France Inter pour parler de la baignade des JO dans la Seine, parce que simplement on a su soulever sous la couverture, secouer un sujet qui avait été justement mis sous le tapis, qui est celui de comment on analyse les eaux de baignade, d'où viennent ces bactéries qui finalement à la fois contaminent les huîtres de temps en temps, mais aussi les baigneurs, et de se rendre compte que finalement il y avait pas mal de choses que l'on n'avait pas voulu rechercher ou savoir, et notamment l'origine de ces bactéries, la quantification, qu'est-ce qui se passe après la saison de baignade officielle, parce que je peux vous dire, si votre plage est baignable, eh bien elle n'est surveillée que du 15 juin au 15 septembre, donc surtout n'allez pas vous baigner après. Enfin, en fait, il y a plein de choses comme ça qu'on veut soulever. On a d'ailleurs une pétition en cours, puisqu'on veut, nous, un rapport parlementaire, peut-être un du CESE, je ne sais pas, mais on espère un rapport parlementaire quand on aura un Parlement qui voudra bien se mettre à travailler, pour que justement on vienne nous écouter, et puis écouter peut-être les autres parties prenantes pour nous dire, mais finalement, ces eaux de baignade, quelle est l'origine des pollutions? On a d'autres sujets sur le feu, comme évidemment la question du bocage, Sylvain en a parlé. On s'est rendu compte que pendant que les politiques publiques nous disaient on a compris, on va arrêter le remembrement, on va replanter des talus, finalement toutes les études montraient qu'il y avait à peu près autant de kilomètres de talus qui disparaissaient pendant qu'on en finançait des nouveaux. Et nous on le savait parce que finalement on avait en permanence des coups de fil en disant à côté de chez moi ils sont en train d'arraser encore des talus. Donc on a aussi remis les pieds sur la question du bocage, et on veut que les citoyens remettent les mains dans le bocage, parce qu'on pense aussi sur cette question-là qu'il ne suffit pas de dire le bocage c'est un commun d'intérêt général et laisser l'agriculteur seul face à la gestion de ce bien commun et de l'intérêt général. Donc si on veut aujourd'hui sortir par le haut des conflits, il va peut-être aussi falloir réorganiser le lien entre ceux qui occupent le territoire, principalement les agriculteurs, mais pas que, et puis les citoyens qui sont dans un registre Yaka Faucon. Donc on a un projet, nous, de refaire vivre ce qui a fait l'essence d'Eau et Rivières dans les années 70, c'est-à-dire les chantiers citoyens de nettoyage de rivières, en essayant de mettre à profit du bocage et finalement toutes nos paires de mains. Et puis je vais terminer par là pour ne citer que ça, parce qu'on a aussi des sujets toujours sur lesquels on veut alerter pour ne pas que se prennent en catimini les mauvaises décisions. On a ici beaucoup d'adhérents qui sont mobilisés sur un stand pour informer sur la méthanisation. C'est vraiment une supercherie absolue qui est en train de se déployer en Bretagne, et il va falloir beaucoup de force pour se mettre contre le monde de l'énergie, encore un monde d'ultralibéralisme. Et puis on revoit ressurgir encore récemment l'idée que peut-être dans nos sous-sols bretons il y aurait un trésor avec ces métaux rares. Et donc la question des mines, elle est en train de revenir, parce que les sujets ne sont jamais complètement enterrés par le système. Et donc là aussi, il va falloir beaucoup d'énergie à nouveau pour se mobiliser. Je m'arrête là-dessus, parce que je pourrais encore en dire beaucoup, des combats. Juste, parce que peut-être j'aurai l'occasion de le redire, mais simplement parce que j'ai insisté sur le fait de s'organiser. Je crois que face au flot d'informations négatives que l'on prend sur la tête tous les jours sur les questions environnementales, et pour lesquelles beaucoup d'entre elles on ne voit pas d'issue, il n'y aura pas d'issue. Au réchauffement climatique, il n'y aura pas d'issue, on sait qu'on va devoir le subir. Je pense qu'il est important aussi de donner une réponse pour sortir de l'anxiété que ça génère, et de se dire qu'à un moment donné, en fait, s'engager aux côtés d'autres personnes, c'est une façon finalement de mieux gérer cette anxiété que ça peut produire. Le contraire étant d'être tétanisé finalement, et de finalement être mal le vivre. Donc moi, je sais que je croise tous les jours des gens qui sont engagés, et j'ai l'impression que même si des fois ils peuvent paraître un peu défaitistes, je sais que le fait de s'engager dans les organisations et les corps intermédiaires, ça aide justement à se dire qu'on peut trouver une issue à ce drame que l'on vit. Merci. Alors, vous l'aurez compris, le CESE n'a pas de stand.
Mais nous avons un stand pour Rivière, Eau et Rivière de Bretagne. Nous avons un petit stand pour Splane, un stand aussi pour la maison écologique. Engagez-vous. Voilà. On a souhaité donner un temps important à cette table ronde pour que vous puissiez poser des questions. Donc je vous remercie tous les trois de votre intervention. Je ne doutais absolument pas, en ayant préparé cette table ronde, en ayant échangé au préalable avec vous, que cette intervention serait riche. Et donc je vous propose et je vous donne d'emblée la parole. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas, j'en ai quelques-unes en réserve si besoin. Et juste pour un bon fonctionnement, vous levez la main, et puis s'il y a plusieurs à lever la main, je prends dans l'ordre, je mémorise. Voilà, n'hésitez pas. Et parlez bien dans le micro. Arnaud, tu n'as pas trop abordé l'action de Eau et Rivière justement face aux algues vertes, puisque je crois qu'on en est au 7e plan. Donc, quelle a été l'action au fil du temps? Et aujourd'hui, par rapport à l'État, quel est le levier? Où on en est? C'est rare que je ne l'aborde pas en plus. Je m'étais dit, si tu m'avais posé la question, je t'ai dit, moi je suis arrivé à Eau et Rivière par les algues vertes. En fait, j'étais à l'école d'agriculture et il m'est arrivé de faire un stage au début des années 90 sur les échouages d'algues vertes en baie de Douarnenez. Et un jour, j'ai dit que je publierais mon rapport de stage, que franchement, c'était minable. C'était un stage d'étudiant Bac plus 2. Et en même temps, dans ce rapport de stage minable, tout est dit. C'est-à-dire études de terrain sur un tout petit ruisseau. De mes 24 ans, là, j'avais à peu près compris qu'il fallait arrêter de faire du maïs au bord des cours d'eau, il fallait arrêter de péter les zones humides, peut-être qu'il fallait reméandrer un peu le cours d'eau et remettre des talus, et puis il allait falloir un peu calculer au plus juste la fertilisation pour que les algues vertes disparaissent. En fait, c'était il y a 30 ans, c'est à peu près les préconisations de l'évaluation de la Cour des comptes. Mais entre-temps, il ne s'est pas rien passé, quand même. Et suite à la mobilisation associative à l'époque, à faire du contentieux contre les élevages porcins, dès les débuts des années 90, après avoir constaté que tous les éleveurs de porcs enfreignaient leurs autorisations de produire, eh bien, Eau et Rivière a commencé à faire condamner les éleveurs pour dépassement de leur cheptel. Et très vite, ça a été un peu branle-bas de combat dans le monde agricole parce que tout le monde pouvait passer potentiellement à la moulinette. Et on est rentré dans un système, dans un programme qui s'appelle le programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, qui a conduit un certain nombre de ces industries à rentrer dans un processus d'encadrement finalement de ces déjections, qui a conduit, il faut le dire, la Bretagne à réduire, d'abord à culminer à près de 50 mg en moyenne par litre dans les cours d'eau au milieu des années 90, et à redescendre en 20 ans à une trentaine de milligrammes. Pour autant, sur les baies à algues vertes, le monde de la science nous dit qu'il faudra descendre en dessous de 15. Et comme la machine s'est enrayée à partir du milieu des années 2010-2015, finalement, les algues vertes, on les a encore tous les étés. Mais donc, il y a des programmes d'action qui ont été mis en place, qui ont donné un certain nombre de résultats. Je vous ai parlé du PMPOA, mais il faudrait surtout citer la directive européenne sur les nitrates, qui conduit chaque année la Bretagne à avoir, tous les 4 ans, à réviser un plan d'action qui s'appelle le programme d'action régional. Et comme tu dis, on en est au 7e, ce qui montre que les 6 premiers n'ont pas tout à fait bien marché quand même, il faut dire ce qui est. Et que finalement, à chaque fois qu'on discute de la révision d'un plan, on est dans un combat de rue face au lobby agricole majoritaire, au syndicalisme majoritaire, qui ne veut pas voir changer le système qu'ils ont mis en place dans le tournant des années 60-70. Et finalement, on est dans un rapport de force à la fois juridico-politique et technique pour essayer d'obtenir le plus d'avancées à chaque fois qu'on a d'obtenir qu'un cliquet soit franchi à chaque programme d'action.
ça a conduit aux rivières à attaquer l'État de nombreuses fois. Et la dernière fois que c'est arrivé avec succès, c'était en 2021, puisqu'on a obtenu du tribunal administratif que le préfet de région introduise des mesures réglementaires dans la lutte contre les marées vertes. Ce qu'il a fait, ce qu'on a jugé pas à la hauteur de ce qui devrait être fait, ce que l'on a remis devant les tribunaux, et on a obtenu en 2023 à nouveau une décision du tribunal, du juge, qui nous a donné raison et qui a enjoint sous 4 mois l'État à revoir sa copie. Et on a rencontré le nouveau préfet qui venait d'arriver au mois de janvier 2024. Je vous fais de l'actu chaude. Hein, et il nous a dit, messieurs, dames, de Haut-et-Rivière, moi je viens d'arriver, je vois l'État fait un truc, vous l'attaquez, 4 ans après vous gagnez, l'État refait un autre truc. On peut continuer comme ça longtemps, mais quand on sera arrivé au 15e plan, on n'aura pas avancé beaucoup. Moi, ce que je vous propose, c'est que d'abord, je suis obligé, réglementairement, je suis contraint de faire un plan. C'est une obligation légale. Je vais le faire. Par contre, je vous demande, si vous êtes d'accord, de vous mettre autour d'une table avec la Chambre d'agriculture et de discuter de ce programme et de ce que vous seriez sur quoi vous seriez susceptible de vous mettre d'accord ou pas. Et le président de Haut-et-Rivière, son conseil d'administration, a dit « Ok, chiche ». Et la Chambre d'agriculture a dit « Ok, chiche ». Et donc depuis le mois de mars, à une fréquence assez régulière, hein, de tous les 15 jours, on travaille avec la Chambre d'agriculture à essayer de voir, dans ce programme qui est fait de briques et de broc et de tensions qui datent de 25 ans, mais qu'est-ce qui est potentiellement plus efficace, parce que de toute façon, plus personne n'y comprend rien. C'est-à-dire qu'on soit écologiste, qu'on soit agriculteur, qu'on soit convaincu ou pas de ce qu'il faut faire, de toute façon, ce programme, plus personne n'y comprend rien. Et donc on est dans cette phase-là. On a plutôt discuté correctement, on a plutôt rencontré des gens qui jusqu'à maintenant sont ouverts à la discussion. Maintenant, il reste des étapes importantes puisqu'on a été plutôt entre techniciens et il va se passer que ce programme va devoir être soumis à l'ensemble du lobby, pas seulement à la Chambre d'agriculture. Et on a parlé du GPVB tout à l'heure, par exemple. J'attends un peu de voir comment ils vont réagir. Et puis on est dans une période importante aussi, puisque il y a eu des élections, ça ne vous a pas échappé au mois de juin, importantes pour l'État, pour notre pays, mais il y en a d'autres très importantes pour la Bretagne. Très très importantes pour la Bretagne. Et celles-là, elles ont lieu au mois de janvier. Mais vous n'êtes pas nombreux à pouvoir y voter, puisque c'est les élections pour la Chambre d'agriculture. Et donc moi, aujourd'hui, en fonction de qui tient les rênes de la Chambre d'agriculture, eh ben, on a une politique agricole qui en découle. Et moi, je suis le premier à dire, mobilisez-vous si vous avez vous-même le droit de vote aux chambres, si vous avez un cousin, un neveu, un voisin qui a le droit de vote aux chambres, mobilisez-vous pour que ceux qui ont fait, qui nous ont conduits là où on est aujourd'hui, ne soient pas ceux qui tiennent les chambres d'agriculture demain. Merci. Une autre question. Bonjour. Bon, après vous avoir écouté, on sent bien qu'il y a quand même une belle entente entre le monde politique et le monde d'un syndicat. Moi, ma réflexion, c'est de me dire, mais comment on fait pour passer outre ces gens-là pour que des actions environnementales avancent, quoi. On a bien vu que, par moments, certains combats un peu rudes ont amené des vraies solutions, comme Notre-Dame. Dernièrement, on a eu Sainte-Soline. Dès que le mouvement, on va dire, écolo se met en marche, sort un peu de la discussion pour montrer sa force, puisque vous disiez que FNE, c'est 900 000 personnes. On sent que le dialogue change. Évidemment, il y a toujours cet effet de combat, mais on est un peu plus entendu. Donc aujourd'hui, au niveau de la Bretagne, en sachant que oui, effectivement, c'est la FNSEA qui tient, et puis le lobby agroalimentaire aussi qui est derrière, quelle solution on peut avoir pour faire un peu plier ce bras de fer, quoi, dans le bon sens, quoi. Je suis pas sûr qu'on ait toutes les réponses, mais est-ce que tu... CH,
Oui, non mais je voulais rebondir aussi sur les élections parce que donc la Confédération paysanne évidemment se présente, mais nous aussi au syndicat solidaire on se présente aussi à ces élections-là et on fait partie au Conseil économique et social et environnemental donc d'un groupe qui s'appelle l'Alternative sociale et écologique et on fait la démonstration que des salariés et des paysans, qui sont les employeurs, peuvent s'entendre, disons, sur l'essentiel des revendications. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu absolument formidable. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui se passe, c'est que c'est très clair que nous, ce qu'on a constaté donc, au sein du Conseil économique, social et environnemental, c'est que la société civile organisée, donc qui représente toute la société, dans les 3 collèges, un collège des employeurs, collège des salariés, collège des associations, était largement en accord avec les positions que défendent les Rivières de Bretagne, par exemple, et la Confédération paysanne. C'est ultra majoritaire. La FNSEA, elle est très minoritaire, puisqu'ils se sont posés à notre avis, mais c'est eux qui ont eu le dernier mot, parce que je racontais hier dans la table ronde, c'est que nous, on a travaillé pendant 1 an et demi sur notre rapport. On était en contact permanent avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, tous les services de l'État. Et donc, ce qui nous avait été dit par les différents ministères, c'est que le gouvernement allait sortir un plan eau en 2023 et qu'ils attendaient la fin de nos travaux pour pouvoir publier leur plan eau. Or, quand ils se sont aperçus que dans les préconisations que nous faisions, il y avait un tas de préconisations qui faisaient consensus dans la société civile organisée, mais qui horrifiaient la FNSEA. Sur la demande de la FNSEA, donc le gouvernement a décidé de publier son plan eau 10 jours avant la publication de notre rapport. Et pour la petite histoire, c'est que, j'ai raconté ça hier, mais je peux le refaire pour ceux qui n'étaient pas là, c'est que au départ, c'était Fesneau qui voulait présenter le plan eau, le ministre de l'Agriculture. Il se disputait un peu avec Christophe Béchu, le ministre de l'Environnement. Comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, c'est Elisabeth Borne, la Première ministre, qui a présenté le plan. Et puis finalement, c'est Macron, c'est lui qui a carrément décidé le plan. Or, ce plan eau était, si vous voulez, on voyait bien que les rédacteurs, c'était la FNSEA. Parce qu'il n'y avait aucune mesure dans ce plan eau qui allait contre le lobby agricole, quoi. Et là, le drame qu'on a, je pense, dans notre pays, c'est qu'en fin de compte, il serait, de mon point de vue, beaucoup plus simple de mettre le siège du ministère de l'Agriculture rue de la Baume, c'est le siège de la FNSEA, parce que c'est eux les vrais patrons. Tout à l'heure, dans la table ronde précédente, Jean-Marc Thomas n'a pas voulu être trop agressif à la FNSEA, mais que pèse Marc Fesneau par rapport à Arnaud Rousseau? Rien du tout. Que pèse Le Foll par rapport à Xavier Belin? Rien du tout. Il faut le dire, quoi. Et le drame qu'on a, et comment dire, et que moi j'ai constaté dans ma vie de militant syndical en Bretagne, c'est que les vrais patrons en Bretagne, c'est le lobby agricole breton. Et je vais bien vous raconter l'histoire. Vous savez, quand les préfets arrivent en Bretagne, les préfets de région, et on a eu, c'est toujours comme ça depuis les années 50, c'est-à-dire que quand le préfet de région Stroda était arrivé comme préfet de région juste avant la révolte des bonnets rouges en Bretagne, le président Massiot, qui était le président de la région Bretagne à l'époque et qui avait remplacé Jean-Yves Le Drian, qui était ministre des Armées, était venu présenter le plan, le budget de la Bretagne. Et en fin de compte, il nous avait expliqué que malheureusement, il était très embêté pour nous présenter les conclusions du projet de budget parce qu'il n'avait pas pu rencontrer le préfet de région qui était arrivé il y avait une dizaine de jours, une quinzaine de jours en Bretagne. Voilà. Et dans l'hémicycle du Conseil économique et social, j'étais assis moi à côté du Jean-Bernard Soliec, qui était le représentant des industries agroalimentaires en Bretagne, et qui me fout un coup de coude et qui me dit: mais moi, ça fait 10 jours que j'ai rencontré le préfet de région. Alors, quand on va déjeuner, je lui dis: mais Jean-Bernard, c'est une plaisanterie. Vous n'avez quand même pas rencontré le préfet de région avant le président de la région Bretagne. Il me dit: mais si, c'est comme ça, parce que les préfets de région, quand ils quittent la région Bretagne, la première consigne qu'ils donnent à leurs successeurs, c'est de leur dire:
avant de rencontrer les élus de la Bretagne, avant de rencontrer les hauts fonctionnaires bretons, il faut rencontrer les représentants de... C'est comme ça. Et d'autres anecdotes aussi qu'il faut dire, c'est qu'il y a pratiquement dans tous les grands partis, que ce soit le Parti Socialiste, Ensemble, ou la République En Marche, ou les Républicains, enfin les partis dits de gouvernement, en Bretagne, pour avoir une investiture de ces partis-là, il faut surtout ne pas s'être fâché avec le lobby agricole breton et la FNSEA. Et on a plein d'exemples, et j'ai l'anecdote que je racontais hier, mais que je peux redire, c'est que quand on a été présenté le film Les algues vertes à l'Assemblée nationale, on avait été invité par Delphine Bateau, qui était une ancienne ministre de l'Environnement. Donc il y a eu à un moment donné, dans le débat, il y a quelqu'un qui a un peu explosé en disant « Mais comment que ça se fait que ça se passe comme ça en Bretagne? Comment que ça se fait qu'il y a autant de pollution? Comment que ça se fait que... » Bon, voilà. Et que vous êtes en arrivé là, quoi. Et donc, comme personne ne voulait trop se lancer dans l'explication, moi j'ai pris le micro et j'ai dit, écoutez, c'est pas compliqué. Ce qui se passe, le drame de la Bretagne, c'est que tous les élus, ou la majorité des élus bretons, sont complètement sous l'influence du lobby agricole et ne s'opposent pas au lobby agricole, quoi. Donc voilà. Et donc, il ne peut pas y avoir de changement à partir de ce moment-là. Et à ce moment-là, donc Delphine Bateau, elle a dit, Serge, je pense que tu exagères un peu, quoi. Et au premier rang des gens qui étaient dans la salle, il y avait le député de Brest, qui est Larsonneur, qui était député, qui avait été investi par la République En Marche, et qui a levé la main, qui a dit, si, Delphine, t'as tort, Serge, il a raison, moi je suis la preuve vivante. J'ai eu le malheur de prendre position contre le développement des élevages intensifs dans le Finistère notamment. Et j'ai perdu mon investiture. Voilà. Et moi j'ai plein d'exemples d'autres élus que je pourrais citer qui ont été désinvestis, qui ont été rétrogradés quand c'est des candidatures sur des listes, comme aux élections européennes. En Bretagne, vous ne trouverez pas de gens éligibles qui ont pris des positions contre le lobby agricole breton. Et ça, c'est vraiment dramatique. Pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que le véritable pouvoir, il n'est pas aux mains de nos représentants à l'Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen en Bretagne. C'est vraiment le lobby agricole breton qui dirige la Bretagne. Voilà. Et malheureusement, la FNSEA au niveau national, on le voit, nous, à travers le Conseil économique et social, on peut faire les meilleurs rapports qu'on veut, qui sont votés majoritairement, mais quand la FNSEA met son veto, les gouvernements obéissent à la FNSEA. Merci. Un petit complément. Ouais. Peut-être plus une réponse plus directe à monsieur. En fait, j'ai cru deviner derrière la question que c'était la question de quelle forme de lutte. Simplement pour dire qu'elles sont nombreuses. À Notre-Dame-des-Landes, il y avait à la fois les zadistes, on va dire, et leurs méthodes. Il y avait aussi la société civile organisée. Nous, on a à l'époque aussi fait avec FNE ce qu'on sait faire. Et je vous ai dit, on s'inscrit tous, en tout cas pour Rivière de Bretagne, dans cette entrée démocratique de la démocratie de l'environnement, qui est une entrée légaliste. Ce qui n'empêche pas que d'autres luttes puissent permettre de faire avancer les sujets. Et je crois que surtout, il ne faut pas les opposer. En tout cas, par contre, il faut savoir ce qu'on sait faire. Nous, on ne sait pas faire du Extinction Rebellion. On ne sait pas faire du Youth for Climate. Et on se l'est posé. On fait tous les 4-5 ans un projet associatif pour redéfinir à peu près nos lignes et savoir ensemble sur quoi on est d'accord. Et on l'a fait l'exercice, je regarde, il y a quelques administrateurs qui sont là, on a fait l'exercice il y a 2 ans, et on se les redit. Faisons bien ce qu'on fait bien. Et nous, nos moyens de pression, c'est l'information, l'éducation, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais près de la moitié des salariés interviennent dans l'espace éducatif. Et puis on fait de la mobilisation, de la concertation, en tout cas de la présence dans les instances. Et l'effet de levier, on l'obtient par le contentieux. Je vous l'ai dit tout à l'heure sur les marées vertes. Le préfet, il n'aurait pas remis tout le monde autour de la table s'il n'avait pas un contentieux du tribunal. Et il le dit d'ailleurs. Il le dit face à la FNSEA. Moi, je l'ai entendu en réunion
se faire allumer par le lobby et dire écoutez, moi je suis le représentant de l'état de droit, j'ai une décision du juge, je vais la mettre en œuvre. La décision du juge, c'est Houët Rivière qui l'avait obtenue. Donc on joue à ça, c'est-à-dire que notre rapport de force, nous on l'établit comme ça. Et je pense que la question sur les luttes et comment elles s'organisent, c'est une question d'abord qui nous traverse tout le temps et sur lequel pour le moment on trouve nous notre chemin. Et notre chemin, c'est pas un chemin qui dit que le chemin des autres n'est pas bon. Très belle réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame. Moi, ma question, elle est au niveau des salariés qui vivent et qui ont leur gagne-pain dans ces entreprises. Comment on peut faire pour qu'ils se sentent pas attaqués? Parce qu'il me semble que là, on aurait une force énorme, mais ce que j'entends, ou ce que je lis, etc., montre qu'ils ont le sentiment d'être attaqués, d'être marginalisés, d'être discriminés. Question difficile, mais j'ai envie de passer la parole à Serge qui connaît indirectement cette question, je pense par son combat syndical. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les entreprises agroalimentaires en Bretagne, c'est extrêmement difficile de résister. Les salariés, soit il y a un syndicalisme d'accompagnement, notamment qui est porté par la CFDT, donc qui ne s'oppose pas frontalement. Nous, on a eu ce cas-là dans l'exemple du combat des salariés victimes des pesticides de l'entreprise Triskalia. Dans cette entreprise-là, quand ils ont été gravement intoxiqués par des pesticides utilisés de manière massive et comment dire, des pesticides interdits, ils n'ont pas été défendus par le syndicat qui était le seul syndicat d'entreprise, donc majoritaire, la CFDT, qui leur a dit bon, c'est grave ce qui s'est passé, c'est regrettable, mais on ne peut pas, au nom de l'intérêt général de l'emploi en Bretagne, de l'image de l'agroalimentaire en Bretagne, on ne peut pas, vous défendre. Donc ils sont arrivés par défaut, à Solidaire. Parce qu'ils étaient désespérés, et c'est une assistante sociale qui leur a conseillé de venir à Solidaire, donc ils sont tombés sur moi. Moi, je siégeais au Conseil économique et social de Bretagne, donc je suis allé voir le responsable de la CFDT d'agroalimentaire, qui était, si je peux donner son nom, qui s'appelle Jo Pénors, qui était secrétaire général adjoint de la CFDT au niveau national, et vice-président de la Chambre d'agriculture. Et donc j'ai été le voir et je lui ai dit, écoute, c'est dramatique ce qui se passe, ces salariés-là donc, sont malades et ils vont être licenciés. Donc, étant donné que vous êtes majoritaire dans l'entreprise, nous, on n'est pas dans la boîte, donc on aura du mal à négocier avec les patrons de Triskalia. Par contre, toi, en tant que secrétaire général de la CFDT, tu pourras, je pense, peser. Bon, il a refusé de le faire. Donc, du coup, je me suis retrouvé avec les salariés victimes, donc malades, à rencontrer les patrons de Triskalia, et je leur ai dit, objectivement, vous n'avez aucun intérêt à négocier avec nous, parce qu'on n'est pas présent, et puis bon, voilà. Et donc le syndicat majoritaire, ne voulant pas les défendre, voilà. Je leur ai expliqué, je leur ai dit, mais voilà ce que nous, on va faire si vous ne les indemnisez pas. Donc je leur ai dit, on va médiatiser l'affaire, et ça va vous coûter 10 fois plus cher que de les indemniser. Ils ne l'ont pas cru, ils ont cru qu'on ne pourrait pas le faire. Et à ce moment-là, on a créé un comité de soutien, et là, je dois remercier Houët Rivière de Bretagne, parce que le représentant, Jean-Paul Guillaumard, que tu dois très bien connaître, qui siégeait au Césaire, qui était chercheur à Ifremer. Donc on s'est mis d'accord avec René Louaille de la Confédération Paysanne, avec des gens d'Attac, c'est là qu'on revient sur Attac, et on a décidé de prendre en charge avec Génération Future, l'association Génération Future, et on a monté un comité de soutien aux victimes des pesticides de Triskalia. On a décidé de faire un plan de médias. Alors là, la presse nous a été utile, d'ailleurs quelqu'un comme Inès Thérault aussi. On a décidé de faire une conférence de presse à Paris, on l'a préparée pendant 6 mois. On ne l'a pas fait en Bretagne parce qu'on s'est dit, si on fait une conférence de presse en Bretagne, étant donné que les médias, il n'y a pas que les élus qui sont sous influence en Bretagne du lobby agricole breton. Le Télégramme et Ouest France, 70% de leur publicité dépend directement ou indirectement du lobby. Que ce soit l'agroalimentaire, Groupama,
Crédit Agricole, le CMB et toutes les entreprises satellites, on a calculé que c'était 70% donc de la publicité. Donc autant vous dire que si on avait fait notre conférence de presse pour dénoncer le scandale sanitaire, social et environnemental de la Sarthe-Escalière, on n'aurait eu aucune chance. On l'a fait à Paris, on a eu 30 journalistes de 3 télés. Ça a été admirablement préparé par quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui s'appelle Nadine Lauvergeat et François Vieilleret, de Génération Future, et l'affaire est partie. Bon. Le comité de soutien a fonctionné d'une manière extrêmement efficace. Et puis maintenant, il y a une association qui s'est créée, qui a plus de 900 adhérents, c'est le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, qui a fait un travail admirable de soutien, financier. Bon, il y a eu un tas de choses. Et je dois vous le dire, pour vous donner un peu d'optimisme, c'est qu'on a gagné tous les procès. On a gagné une dizaine de procès. On a fait condamner l'entreprise pour faute inexcusable de l'employeur, annulation des licenciements, et ça leur a coûté des centaines de milliers d'euros en termes d'image de marque. Ça a été terrible pour eux. On a gagné la bataille de la communication grâce justement au relais aussi des journalistes. Et alors là aussi, pour vous donner une information d'actualité, c'est que après 3 classements sans suite, on a réussi à obtenir du procureur de la République de Saint-Brieuc, Nicolas S., qui vient d'être nommé il n'y a pas longtemps, c'est le frère du procureur général de la Cour de cassation. Il a proposé la mise en examen de responsable de Triscalia. Malheureusement, la juge qui était en charge du dossier n'a pas suivi le procureur, et on a fait appel devant la Cour d'appel de Rennes, qui devrait statuer peut-être avant la fin de l'année. Alors on a bon espoir de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un procès. Mais tout ça pour dire que, si vous voulez, pour revenir sur la bagarre qu'il faut qu'on ait, je pense qu'il faut qu'il y ait une alliance entre les paysans, la Confédération paysanne, une alliance avec les salariés, donc des syndicats, et il n'y a pas que Solidaire, il y a aussi la CGT, et y compris maintenant la CFDT. Je pense que c'est en train de bouger, parce que la meilleure preuve, c'est que moi j'ai été co-rapporteur avec Pascal Guilleneuve de la CFDT, tout le monde me disait vous n'arriverez pas à vous entendre parce que Solidaire, vous êtes trop radicaux, la CFDT trop consensuelle. Bon, la preuve qu'on a été capable, nous, et je pense que ça a été utile. Moi, j'ai été utile dans la rédaction du rapport, mais Pascal, il a été très utile aussi pour arriver à convaincre une majorité du Conseil économique et social à voter nos préconisations. Et je pense qu'il faut aussi donc une alliance avec les citoyens, parce que, et je termine là-dessus, c'est que les idées qu'on défend, les préconisations qu'on fait, la manière de vivre qu'on veut, les valeurs qu'on défend, on est ultra majoritaire dans le pays. C'est ça qu'il faut bien comprendre, quoi. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre en cohérence ce qu'on pense, nos idées, nos valeurs, avec les élus qu'on envoie dans les parlements. Et moi, c'est ce que je pense, c'est qu'il faut absolument être extrêmement vigilant, et il ne faut pas envoyer n'importe qui. Quand je vois qu'à Saint-Brieuc, par exemple, dans la circonscription de Saint-Brieuc, on avait une candidate que beaucoup connaissent, qui s'appelle Marion Gorgère, qui représentait le Nouveau Front Populaire, qui a été battue, et en face d'elle, elle avait le député Cosson, qui lui, pour ceux qui ont vu le film Les Algues Vertes, donc vous voyez le rôle qu'il a pu jouer, qui était lamentable. Bon, je pense que c'est quand même dramatique. Il y a eu des milliers de gens dans la circonscription de Saint-Brieuc qui ont vu le film Les Algues Vertes, mais on dirait qu'ils n'ont pas tiré de conclusion. Comment on a pu envoyer au Parlement quelqu'un qui a été aussi pitoyable qu'il a été, lamentable, dans l'affaire? Parce que je vous rappelle quand même que ce maire-là, c'est lui qui a dit à la veuve du jogger qui était décédé suite à un accident qu'il a eu à cause d'hydrogène sulfuré. C'est le maire qui a dit à la veuve, Rosie Auffray, de surtout pas faire d'autopsie. Et voilà, il faut le savoir, ça, quand même. Et justement, quand on était allé présenter le film Les Algues Vertes à l'Assemblée nationale, il était assis juste devant moi. Et quand il s'est vu dans le film, il est sorti de la salle. Voilà. Non, mais voilà. Mais c'est ça que je voulais dire. Donc, il faut une alliance entre salariés, paysans, et puis les citoyens qui veulent une autre société. Merci. En fait, dire un mot aussi sur ce sujet-là, je crois que vous avez raison. En fait, le devoir qu'on a, c'est d'abord de ne pas être méprisant.
C'est-à-dire, en fait, chaque situation, elle est singulière. Chaque acteur, qu'il soit salarié de l'agroalimentaire ou salarié ou même exploitant agricole, il est dans un système qu'il subit peut-être. Et puis, il est aussi victime d'un récit. Le récit du progrès, le mythe de nourrir le monde, enfin tout ce récit, toutes ces belles images qu'on entend. Et nous, on a peut-être un devoir, c'est de proposer un autre récit. Moi, j'étais frappé quand j'ai fait les avant-premières du film aussi. Il y avait tout le temps, la production avait toujours voulu qu'il y ait un acteur associatif, un acteur agricole et souvent quelqu'un en local. Et j'étais frappé de voir, et c'est souvent le cas, que quand on est en table ronde avec un paysan installé en agriculture ou un paysan installé sur des systèmes autonomes, mais c'est la joie de vivre. Enfin, moi, j'ai pas rencontré un seul paysan qui me raconte ce qu'on voit à la télé sur BFM, sur l'endettement, sur la charge de travail, sur la violence. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on soit capable de raconter ce récit. Dans ce récit, il y a aussi, puisqu'on est sur une foire bio, que la bio installe plus de travailleurs à l'hectare que le système conventionnel. Que la bio, c'est un rapport à la nature qui est beaucoup plus apaisant, beaucoup moins anxiogène que le système conventionnel. Et souvent, alors, en aparté, ça m'arrive de dire, quand je suis confronté à des élus, qui soient syndicaux ou des élus locaux, qui défendent Mordicus, qui n'ont finalement comme seule réponse qu'on ne pourrait pas mettre des milliers de travailleurs à la porte, comme c'est arrivé par exemple quand l'abattoir de l'Empole Guémillot a dû fermer, etc. Mais de quel emploi on parle? Moi je leur demande, je leur dis vous voudriez que vos enfants ils aillent travailler là-dedans? Moi je sais de quoi je parle, j'ai fait des saisons d'été quand j'étais étudiant dans les abattoirs. C'est la question du récit, de quel emploi. Vous allez dans les abattoirs, vous allez dans les serres de tomates, on fait venir des travailleurs étrangers parce que les conditions de travail sont tellement déplorables. Et c'est ce type d'emploi qu'on devrait... Donc moi je dis aux travailleurs, il y a une première réponse qui est d'éviter le mépris, et peut-être parfois on ne peut pas répondre. C'est-à-dire chaque personne est un individu que l'on doit respecter dans sa trajectoire, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, aux autres, à ceux qui font le système, on doit leur parler on doit parler collectivement d'un autre récit. Et moi, j'ai beaucoup apprécié, même si ça m'a beaucoup bousculé, le travail engagé par Inès Léraud, parce que pour moi, c'est la première journaliste qui a fait ce travail de mise en récit avec une intensité, une envergure. J'ai rien appris, moi, dans la BD, dans l'enquête interdite. J'ai rien appris, j'ai appris une seule chose. C'est que quand on sait raconter, le message, il passe mieux que quand on est simplement dans la réaction. Et je pense qu'on a un devoir collectif, c'est de travailler. Eux, ils ont des boîtes de com, parce que ça tombe pas comme ça, les bonnets rouges, les petits fanions braise, tout ça, c'est pensé. Et donc nous, on a aussi à penser les changements et penser le récit du changement, parce que le changement, il est peut-être, même sans doute, plus heureux que ce qu'on subit aujourd'hui. Oui, alors on a largement dépassé le temps qui était imparti, mais il n'y a pas non plus d'urgence. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais on arrête. Donc, une question éventuellement, mais voilà. Voilà, une petite question pour une petite réponse. Non. Alors c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais, Arnaud. C'est complètement à côté du sujet, mais je trouve que c'est intéressant et ça peut servir. La question du récit, elle est fondamentale de mon point de vue. Elle est même essentielle. On n'aurait jamais eu un président noir aux États-Unis s'il n'y avait pas eu la série 24 heures chrono. Cette série a permis, et ça a été montré et prouvé, que la mise en fiction d'un président noir dans une série de grande audience a permis, a facilité l'élection, en tout cas l'a rendu possible. Et je trouve que c'est très intéressant ce que dit Arnaud. On a vraiment à créer et à écrire nos propres récits.
Je trouve, pour être directeur de la publication d'un magazine qui raconte des histoires de construction de maisons, je passe mon temps sur les salons à entendre des gens dire « Ah, bah, j'ai fait ça parce que j'ai vu que dans le journal c'était possible ». Donc je trouve que ce sont des micros-exemples, et je trouve que c'est fondamental de créer un récit. Il faudrait une série avec un ministre qui serait de la Confédération paysanne, par exemple. Alors, il y a eu une tentative avec le dernier film de Albert Dupontel, mais c'était pas, à mon avis, abouti. Voilà, c'était juste un mot de conclusion, mais c'est pour dire que, à mon avis, la question du récit, elle est fondamentale. Voilà. Je vous remercie à tous d'être venus, et merci à Serge, Sylvain et Arnaud d'avoir contribué au changement.